Bonjour, alors on va commencer le TP de notre leçon statistique descriptive univariée. Je rappelle que nous avons affaire à des variables statistiques quantitatives discrètes. Tous les paramètres que nous avons vus dans notre leçon, à savoir le mode, la médiane, la variance, l'écart type, les déciles, les centiles, les quartiles, tous ces paramètres-là, ce sont des paramètres dont on a calculé les formules dans l'hypothèse que que nous avons affaire à des variables statistiques quantitatives discrètes. D'accord? Alors, nous commençons notre TP. Il est composé de 4 parties. La partie numéro 1, la partie numéro 2, la partie numéro 3 et la partie numéro 4. D'accord? Donc, nous avons 4 parties dans notre TP. Nous allons commencer par la première partie. Alors, on définit une série statistique X par les instructions suivantes. X est égal à grande. Alors, je vais taper l'instruction. X est égal à grande 1, 100. Nord 0,4. D'accord. Alors qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons un vecteur x de 100 valeurs telles que ces valeurs-là, ce sont les valeurs que va prendre une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres 0,4. 0 c'est la moyenne et 4 c'est l'écart type. Alors une fois que c'est fait, je vais calculer x est égal à la valeur absolue. Alors je vais prendre les arrondis vers le bas de toutes les valeurs du vecteur x. Voilà, c'est le résultat que nous obtenons. Donc nous avons cette série statistique qu'on va représenter graphiquement au moyen de l'instruction bar. Alors je rappelle que bar, c'est une instruction qui permet de tracer un diagramme en bâton qui prend 4 paramètres, x, les valeurs, le vecteur des valeurs qui seront placées sur l'axe des abscisses, y, le vecteur des valeurs qui seront placées sur l'axe des ordonnées. Le troisième paramètre, c'est la couleur des bâtons et le style stacked or grouped. Alors, je vous invite à revoir cette partie d'utilisation de ces styles dans le cours où nous avons utilisé deux variables aléatoires qui suivent deux lois avec des paramètres différents et nous avons calculé les lois de probabilité de ces deux variables aléatoires pour certaines valeurs, d'accord, et nous avons tracé les différentes probabilités obtenues pour chacune des variables aléatoires lorsque ces variables aléatoires sont égales à certaines valeurs. D'accord? Et nous avons utilisé le style grouped et le style stack. Alors, on me demande ici de représenter x. Alors, on va prendre ici un seul paramètre. Donc, syllabe va se charger automatiquement d'attribuer des valeurs à l'axe des abscisses en se basant sur les indices du vecteur x. Voilà, donc c'est le résultat obtenu. Donc je vais faire agrandir un petit peu pour voir les indices. Vous voyez, donc chaque valeur a un indice et ces indices-là sont placés sur l'axe des abscisses. Et là, vous avez les différentes valeurs ou les différentes modalités de notre série statistique. Alors on voit bien que nous avons affaire à un graphique qui est inexploitable. Alors on va essayer de faire certains traitements sur ce graphique pour pouvoir l'exploiter. Obtenir l'étendue et les quartiles de x. Alors pour l'étendue, il suffit de calculer max, grand x, et le minimum de grand x. D'accord, puis ensuite, pour calculer les quartiles, donc c'est quarts x pour calculer les différents quartiles. Donc le premier quartile c'est 1, le deuxième qui est la médiane c'est 3, et le troisième quartile c'est 5. D'accord. Alors, la troisième question, l'instruction y est égale à g sorte x gd, classe x par ordre décroissant. Donc, g sorte fait un tri d'un vecteur. Alors, ça dépend si vous voulez un tri croissant ou décroissant. Donc, décroissant pour d et croissant pour i, c'est l'équivalent en anglais de increase et decrease. Alors, vous écrivez par exemple y est égal à g sorte. D'accord, donc le vecteur x, g pour général, d'accord. Puis ensuite, vous avez
l'ordre du tri en levée croissant. Puis ensuite, on nous demande d'afficher le vecteur y, c'est fait, et on veut représenter graphiquement y au moyen de l'instruction bar. Donc, je vais écrire bar y pour afficher, d'accord, notre diagramme en battant. Voilà, donc il est beaucoup plus exploitable maintenant cette fois-ci. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la question 5? Lire l'étendue et les quartiles de x sur le graphique. D'accord. Alors, je vais prendre cet outil datatype. D'accord. Alors, on a ce point qui représente la plus grande valeur et on a ce point, d'accord, qui représente la plus petite valeur. Donc, ce que vous avez au niveau de l'axe des ordonnées, ce sont les modalités. Donc, y0, c'est la plus petite modalité, y égale à 13, c'est la plus grande modalité. Alors, on a dit que le premier quartile, c'est 1. Donc, il correspond, d'accord, à ce point-là. Donc, on a bien y égale à 1. Le deuxième quartile, c'est où la médiane, il correspond à ce point. Donc, pour y égale à 3. Puis ensuite, le troisième quartile pour y est égal à 5. D'accord. Alors, on sait très bien que les quartiles divisent la population en 4. D'accord. On a les 25% qui sont inférieurs au premier quartile. Puis ensuite, pour la médiane, la moitié de la population qui est inférieure, qui ont des modalités qui sont inférieures à la médiane. Puis ensuite, pour le troisième quartile, nous avons 75% de la population étudiée qui a une modalité qui est inférieure au troisième quartile. Donc, les 25% de la population ont une valeur inférieure à 1. D'accord, 25% environ de la population ont des valeurs inférieures strictement à 1. Puis ensuite, nous avons la moitié de la population qui ont une valeur qui est inférieure strictement à 3. D'accord. Et puis ensuite, nous avons 75% de la population qui ont une valeur qui est inférieure d'accord, à 5. D'accord. Donc, c'est l'interprétation qu'on peut donner, d'accord, à ces quartiles. D'accord. Alors, les quartiles, comme j'ai dit, divisent la population 4, les déciles divisent la population 10 et les centiles divisent la population en 100. D'accord. Voilà. On enchaîne avec la partie numéro 2. Donc, si vous avez des questions sur la première partie, n'hésitez pas à écrire des questions en commentaire. Alors, pour la partie numéro 2, on définit n est égal à 1000 et x est égal à floor grande 1000 nord 10,2. Donc, ici, nous allons saisir le n qui est égal à 1000. Nous allons saisir x qui est égal à floor. Alors, floor grande. Alors, nous avons ici 1, nous avons ici 1000. Nous avons ici nord. Nous avons ici 10, c'est le paramètre de notre loi normale, et nous avons 2, c'est le deuxième paramètre de notre loi normale. Voilà, c'est l'ensemble des valeurs de notre série statistique après avoir exécuté l'instruction. X est égal à floor grande 1000 nord 10,2. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? Au niveau de la première question, on nous demande d'obtenir la matrice M, qui est égale à M1, M2, des modalités effectives, puis la matrice M1, M1F, où Fi est la fréquence M2I sur N de la modalité M1I. D'accord. Alors, on sait très bien qu'en syllabe, nous avons l'instruction tabule. Alors, tabule, alors M va recevoir tabule. Tabule, alors le vecteur x, puis ensuite on va opter pour un tri croissant des modalités. D'accord. Alors vous allez voir le résultat. Donc les modalités, c'est commence à partir de 3 jusqu'à 16, et là nous avons les effectifs, d'accord, que nous obtenons pour chaque modalité normale, que nous avons cette allure puisqu'on a affaire à une variable aléatoire qui suit une loi normale. Il est évident que nous avons la majorité des individus qui ont la modalité qui est la moyenne, autrement dit 10.
D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons après? On nous demande M1. Donc, je vais stocker dans M1 la première colonne. Alors, on sait très bien comment extraire la première colonne. D'accord. Puis ensuite, M2. Je vais extraire la deuxième colonne. Alors, je vais sélectionner toutes les lignes et sélectionner la deuxième colonne. Voilà. Puis ensuite, je vais stocker dans F les fréquences, qui n'est rien d'autre que M2 divisé par N. Voilà, ce sont les fréquences. Alors, la deuxième question nous demande de représenter graphiquement M2 en fonction de M1 ou bien F en fonction de M1 au moyen de l'instruction bar. Alors, je vais représenter bar en fonction de M1 et de M2. Voilà, donc on aura un diagramme en battant. On aura un diagramme en battant. Voici le résultat, donc on voit bien. D'accord, pour chaque modalité, on a l'effectif. Donc c'est une courbe, d'accord, d'une loi normale. D'accord, c'est la courbe en cloche. D'accord, ça ne reflète que le fait que cette variable aléatoire, d'accord, suit bien une loi normale. D'accord. Avec la moyenne qui est égale à 10, on voit bien que la majorité des individus ont la valeur moyenne. D'accord. La suite, on constate qu'en général, une des modalités apparaît le plus souvent que les autres. On appelle le mode. Alors le mode ici, c'est justement la moyenne. D'accord, c'est 10. Alors on voit bien même la fréquence du 10 est la plus grande. D'accord, alors je vais faire une correspondance entre... alors je vais écrire M1 qui est égal aux modalités et à la fréquence pour voir. Donc on voit bien que nous avons la plus grande fréquence, elle correspond à la moyenne, avec une fréquence de 0,285. D'accord, c'est la plus grande fréquence. Donc on dit que 10 est le mode, et c'est elle qui correspond au plus grand effectif. Et on sait très bien que le mode est la modalité la plus fréquente. Et la modalité la plus fréquente ici, c'est la moyenne, c'est 10. Puisqu'on a affaire à une loi normale de paramètre 10. La troisième question, on nous demande de construire le vecteur f des fréquences cumulées croissantes, c'est une fréquence, et tracé au moyen de l'instruction bar f en fonction de M1, on obtient le diagramme des fréquences cumulées. D'accord. Alors pour calculer les fréquences cumulées, alors f, nous avons la fonction cumsum. D'accord, alors cumsum, c'est une instruction en syllabes qui permet de calculer des sommes cumulées. Ok, alors nous on s'intéresse aux fréquences cumulées, donc je vais écrire cumsum f, et on aura le résultat. Voilà, donc nous avons les fréquences cumulées, on peut très bien vérifier. Alors 0,1, donc ça c'est la fréquence, la première, que je vais rajouter à cette deuxième, voilà. Ces deux-là, la somme, je vais les rajouter à celle-là, et ainsi de suite jusqu'à obtenir le 1. D'accord, alors on voit bien que notre f, d'accord, a à la fin une valeur de 1. Et ça nous rappelle la fonction de répartition. D'accord. On nous demande de tracer au moyen de l'instruction bar f en fonction de M1. Alors je vais tracer f en fonction de M1. Donc M1, f. Voilà. Donc on obtient le diagramme des fréquences cumulées. Tracé au moyen de l'instruction plot. Maintenant on va tracer au moyen de l'instruction plot pour avoir justement la courbe et non le diagramme en battant. M1F. Voici notre courbe. Alors on voit bien que c'est une fonction de répartition, d'accord, de notre variable aléatoire qui suit une loi normale. Bon, nous on est en statistique, donc on va dire que c'est la courbe des fréquences cumulées croissantes. Alors on me dit de lire en utilisant un data type, encore une fois, lire sur le polygone des fréquences cumulées les différents déciles de la série statistique. Alors d'abord je dois retrouver ces différents déciles. Alors l'instruction qui permet de calculer les différents déciles,
Alors, syllabe a une fonction perctl pour percentile. Alors, cette fonction prend deux paramètres, x, d'accord, notre série statistique, et puis elle prend en paramètre un vecteur qui va contenir les différents centiles qu'on veut obtenir. Il se trouve que les déciles qu'on veut obtenir ont leur équivalent en centiles. Le 10e centile correspond au premier décile. Donc je vais créer un vecteur de 10 jusqu'à 90, d'accord, avec un pas de 10, d'accord, avec un pas de 10. C'est bon. Donc j'aurai le premier décile, le deuxième, le troisième, le quatrième jusqu'au 9e décile. D'accord. Alors on valide. Donc au niveau du résultat, nous avons affaire à une matrice telle que la première colonne représente les différents déciles que nous avons réussi à retrouver de la série statistique X, et dans la deuxième colonne vous avez les indices de ces différentes valeurs dans le vecteur X. D'accord. Alors maintenant on va essayer de repérer ces différents déciles sur notre courbe. Alors je vais tracer la courbe encore une fois, puis ensuite je vais essayer de repérer grâce au data type ces différentes valeurs. Alors une valeur qui est proche de 7, alors 7, alors j'ai retrouvé un bon 7, voilà, ça c'est le 7, puis ensuite vous faites la même chose pour retrouver le 8, ça c'est un bon 8, et ainsi de suite. On va répéter la même chose pour les différents déciles, d'accord. Alors le plus important c'est l'interprétation. Donc pour le premier décile, alors on a 0,15, donc nous avons à peu près 10% de la population qui ont une valeur qui est inférieure à 7, d'accord. Et nous avons le reste de la population, autrement dit les 90% qui ont une valeur supérieure à 7, d'accord. Alors encore une fois pour le 8, donc 20% à peu près de la population, d'accord, ont une valeur qui est inférieure strictement à 8, et les 80% de la population qui ont une valeur supérieure à 8. Alors c'est la même chose même pour les 30%, puisque nous avons 8, c'est un deuxième et un troisième décile, d'accord. Donc 20% et même 30% de la population qui ont une valeur qui est inférieure strictement à 8. Et la même chose encore une fois pour le 9, pour le 10, pour le 11 et le 12, d'accord. Donc on prend encore une fois donc un point et on le fait varier jusqu'à trouver, d'accord, le 9. C'est bon. Donc voilà, alors je crois que j'ai raté un bon 9, voilà, comme celui-là c'est un bon 9, et ainsi de suite. Vous répétez cette opération jusqu'à obtenir les différents points, d'accord. Donc ça c'est pour la question numéro 4, d'accord. Alors passons à la partie 3. Au niveau de la partie 3, on vous demande de remplacer les étoiles par, donc ici il y a une petite erreur, c'est par ce qu'il faut pour que l'instruction x est égale à grain 1,40 simule 40 séries de silencés d'une pièce équilibrée et affecte à xk le nombre de piles obtenues dans la ième série affichée le vecteur x. Alors ici, on nous demande de remplacer les étoiles. Alors, que simule grind? Il simule 40 expériences aléatoires, où chaque expérience aléatoire consiste à lancer 6 lancers d'une pièce équilibrée. Donc le fait que la pièce est équilibrée, donc la probabilité d'avoir pile est la même que d'avoir une face, d'accord. Et xk c'est le nombre de piles obtenues, autrement dit le nombre de succès. Et on peut comprendre que notre x suit une loi binomiale, d'accord, de paramètres 6 et de probabilité 1,5. Donc on va refaire 6 lancers, donc on lance cette pièce 6 fois et on compte durant ces 6 fois qu'on lance cette pièce le nombre de fois qu'on va obtenir la pile, d'accord. Donc on va répondre à la première question, donc on va remplir les étoiles, donc x est égal à grind 1,40 qui suit la loi binomiale,
et de paramètre 6 et de probabilité 1,5. Alors les différentes valeurs de notre vecteur ne représentent que le nombre de succès dans chaque expérience aléatoire. Okay. Alors, afficher le vecteur x, c'est fait. Maintenant, on va voir tracer les instructions ION qui est égal à dsearch x égale à x,06 et istplot. D'accord. Dsearch x0x, donc i0n dsearch x06. Alors, pour le n ici, c'est le nombre des valeurs qui n'appartiennent pas aux classes, d'accord, que vous avez spécifié. Alors normalement on doit n avoir 0, d'accord, donc on valide. Donc n0, donc aucune valeur ne figure hors ces classes là. Donc pour le haut, nous avons 8 valeurs pour la première classe, 8 pour la deuxième, 9 pour la troisième et ainsi de suite. Alors ici 0,6. Ok. Voilà, donc là, on a demandé à ce que les classes soient bornées entre 0 et 1, voilà, entre 1 et 2, et ainsi de suite. Et nous avons les effectifs, d'accord. La troisième question, écrire une suite d'instructions qui affecte un vecteur x égale à x1, x2 jusqu'à x1000, une suite de 1000 entiers uniformément répartis entre 1 et 10, chaque xi, et la réalisation d'une variable uniforme. Sur indice, écrire deux instructions qui calculent et affichent x bar puis sigma n-1 de x. Donc pour répondre à cette question, donc on va écrire une suite d'instructions qui affecte à un vecteur ligne x. Alors ici je vais écrire wx, d'accord, qui a 1000 valeurs et chaque xi est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur indice, sachant que ces variables-là prennent des valeurs entières. Donc je vais utiliser la loi uniforme et discrète, UIN, d'accord, puis ensuite de paramètres indice. Voilà. Écrire deux instructions qui calculent et affichent x bar. Alors x bar, ce n'est rien que la moyenne, donc min. Voilà. Et puis ensuite, l'écart type. Alors, l'écart type, on sait très bien, c'est la moyenne, c'est la racine carrée de la variance, ou bien stdev directement, donc stdev xx, d'accord. Donc, pour l'écart type, donc c'est stdev xx, voilà, donc c'est 2 virgules, on sait très bien que c'est la racine carrée de la variance de wx. Quatrième question, écrire une fonction. Alors x est égal à créer liste, donc ici on va utiliser synote. Alors écrire une fonction function, d'accord, donc alors je vais commencer par function, x égale créer liste. Voilà, n. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Qui crée une liste de n réels xk de la manière suivante. Alors pour chaque cas, xk suit une loi normale n13,2 avec la probabilité 1 sur 3 et une loi n7,2 avec la probabilité 2 sur 3. Alors nous allons prendre une boucle, donc for k égale, alors de 1 jusqu'à n, et puis ensuite nous allons prendre des probas, donc je vais prendre p est égal à rand. Ok, et ça dépend de p, ça va. Alors si p est inférieur à 1 sur 3, donc xk va recevoir un grand, d'accord, xk est une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètre 13,2, sinon xk est une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètre 7,2. Ok, donc if p est inférieur à 1 sur 3, d'après ce qu'ils ont dit, on a bien 1 sur 3, 1 divisé par 3, then. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Alors x de k est égal à grand. Alors une seule valeur,
de loi normale. Donc ici, la loi c'est normal, de paramètres. Alors, on a dit pour 13 et 2. Voilà. D'accord. Et sinon, S, xk est égal à grande. Alors, 1 paramètre, c'est la loi normale. Et nous avons 7 et 2. D'accord. Voilà, donc, puis ensuite, on fait le AND de notre if. Et voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour notre fonction. Donc, on va la tester. Hein. Alors, je vais enregistrer ça. Donc, je vais exécuter ça. Bien. Alors, je vais faire appel à créer liste. Alors, je vais prendre, par exemple, 4 valeurs. Voilà. Donc, voici mon vecteur x. Alors, pour la question numéro 5, définir pour n de l'ordre de quelques dizaines. D'accord, x est égal à floor, créer liste n pour afficher la moyenne de x et sigma n-1 de x. D'accord, x est égal à floor, créer liste. D'accord, alors je vais prendre 12 ou 13. Voilà. Donc voici la liste des valeurs alors de cette série statistique. On demande d'afficher la moyenne. Donc je vais afficher min de x. Voilà. Puis ensuite calculer l'écart type, donc stdev immédiatement, donc stdev de grand X. Alors on va voir l'écart type. Alors l'écart type c'est 3. Obtenir les quartiles de x et tracer l'histogramme de x avec les classes définies par l'ensemble 0,20. D'accord. Alors les quartiles, on écrit quartz x. Voici les quartiles. Puis ensuite, on va tracer l'histogramme de x. Alors histplot. Alors les classes de 0 jusqu'à 20. Et puis, qu'est-ce que nous avons l'histogramme de x, donc voici notre x, avec les classes définies par l'ensemble 0,20. Donc voilà, donc je vais exécuter ça. Alors, donc les classes entre 0 et 1, il n'y a rien. Entre 1 et 2, d'accord. Alors ici, on a affiché avec les fréquences. Je vais réexécuter cette instruction pour afficher les effectifs. Donc ici je vais rajouter normalization égal à pourcentage F. Voilà, donc pour la classe entre 1 et 2, nous avons une seule valeur, d'accord. Pour nous avons entre 3 et 4, d'accord, alors nous avons aussi une seule valeur. D'accord. Alors, on a 0 valeur entre 2 et 3. Entre 4 et 5, on a 2 valeurs. Entre 5 et 6, on a 2 valeurs. Entre 6 et 7, 0. Entre 7 et 8, 2. Entre 8 et 9, 2. Entre 10 et 11, 1. Entre 11 et 12, 1. Entre 12 et 13, 1. D'accord. Et le reste des classes, on a 0. D'accord. Donc ça, c'est notre histogramme. Alors pour la question de la partie 4, alors on trouve sans démonstration dans la littérature le résultat suivant: si les valeurs xk prises par x, x1, x2, xn forment un échantillon IID normal de loi n m sigma carré. Alors IID veut dire des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées, autrement dit elles suivent la même loi de probabilité et ce sont des variables aléatoires indépendantes. D'accord. Alors forme un échantillon IID normal de loi nm sigma carré. Alors dès que n est supérieur ou égal à 4, la probabilité pour que m soit entre x bar moins sigma et x bar plus sigma est supérieure ou égale à 0,95. D'accord, donc nous avons
des valeurs prises par xk, d'accord, sachant que x est que les xk ce sont des variables aléatoires qui suivent une loi normale de paramètre m sigma carré. Alors dès que n est supérieur ou égal à 4, la probabilité pour que m, d'accord, soit entre la moyenne de cette série de valeurs x bar moins sigma et x bar plus sigma, alors cette probabilité est supérieure à 0,95. Alors on veut avoir une validation numérique de cette assertion-là sans pour autant la démontrer. D'accord, donc on n'arrive pas à la démontrer, mais on veut une validation numérique. Alors complétez les lignes de code suivantes, puis les exécuter plusieurs fois en modifiant les valeurs de m et s de manière à effectuer une validation numérique de cette affirmation. Alors on va prendre m égale à 2, s égale à 1, n égale à 4. Alors chaque colonne de y est une réalisation de x. D'accord, alors on a y, c'est une matrice de 4 lignes et de 1000 colonnes. Alors chaque colonne de y est une réalisation de x. Alors on nous demande de calculer la moyenne x bar de chaque colonne de y. D'accord, donc alors pour répondre à cette question, il suffit d'écrire min y, puisque moi j'ai stocké mon grind, le résultat du grind, d'accord, dans y, donc c'est min y, r. Alors min veut dire que nous allons calculer une moyenne. Alors si en plus min a un paramètre r, donc il va vous calculer la moyenne des colonnes. D'accord. Et si vous mettez min, le vecteur sans préciser un autre paramètre, il va vous calculer la moyenne de toutes les valeurs qui se trouvent dans y. D'accord. Alors, la question qui va suivre, on me demande de trouver le nombre de colonnes de y pour lesquelles m est entre x bar moins s et x bar plus s, et si besoin, revoir find, length et min. D'accord. Alors, je vais trouver le nombre de colonnes de y pour lesquelles m est entre x bar et x bar plus s. Alors, pour répondre à cette question, j'ai affiché déjà mc pour avoir une idée des moyennes obtenues. Puis ensuite, je vais trouver dans mc toutes les valeurs qui sont supérieures à m-s, puisque mc n'est rien d'autre que x bar. Alors qui sont supérieurs à m-s et mc qui est inférieur à m plus s. D'accord. Alors find va essayer de retrouver toutes les valeurs qui respectent cette condition, et je vais compter le nombre des valeurs, d'accord, qui respectent une telle condition, d'accord, avec length. Donc cc va avoir le nombre des colonnes finalement qui se trouvent dans MC tel que nous avons la condition respectée. D'accord. Alors si on exécute ça, alors j'ai 952 sur 1000 valeurs, ce qui correspond exactement à 95%. D'accord, d'où la validation numérique. Voilà, donc c'était le TP de notre leçon des statistiques descriptives univariées. J'espère que c'était utile pour vous. D'accord, alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. La prochaine vidéo va concerner les statistiques descriptives bivariées. Voilà, alors à la prochaine vidéo. Au revoir.